Nous allons parler du rapport de laboratoire. Vous allez retrouver un document PDF sur le site de patiosciences.com à l'onglet Outils, mais aussi Chimie et Physique et aussi STE. Alors, c'est un document, c'est un guide qui nous montre comment faire un rapport de laboratoire. Vous avez aussi des outils, nous allons les voir. Donc, on va survoler le document. On commence par certains tableaux. Des tableaux, en fait, dans lesquels vous allez retrouver de la matière vue en troisième secondaire. Par exemple, comment effectuer le test pour identifier le dihydrogène, le dioxygène, le dioxyde de carbone. Alors, c'est un tableau qui peut vous inspirer parce qu'on retrouve la manipulation de chacun de ces tests que vous pouvez effectuer. Vous avez les résultats observés ou calculs s'il y a lieu et l'interprétation, donc l'analyse que vous pouvez faire des résultats obtenus. Donc, c'est un peu comme un tableau de référence, de rappel. Donc, on avait vu des propriétés caractéristiques de certaines substances en troisième secondaire. Donc, vous avez les trois gaz que nous connaissons, le dihydrogène, le dioxygène, le dioxyde de carbone. Nous retrouvons aussi l'identification de l'eau avec le papier de dichlorure de cobalt. Donc, vous avez encore là la manipulation, comment identifier la présence de l'eau dans une substance. L'identification d'un acide et d'une base, même chose pour les solutions neutres. On retrouve ça dans ce tableau. La vérification de la conductibilité électrique, qui est un test qu'on fait autant dans les solutions que pour les métaux, en techno par exemple. La suite du tableau, on retrouve un test, un calcul en fait qu'on fait souvent aussi le calcul de la masse volumique étant une propriété caractéristique, donc ça nous permet d'identifier des substances pures. Alors encore, comme je mentionnais tantôt, vous avez la manipulation, vous allez retrouver les formules s'il y a lieu, et vous avez l'analyse. La vérification du magnétisme qui se fait avec un aimant, donc souvent les propriétés des métaux qu'on va aller vérifier, donc certaines propriétés. Ensuite, au niveau des sels, bien souvent, la forme des cristaux. Donc, c'est aussi une propriété caractéristique de l'état cristallin, donc de substances qui sont à l'état cristallin, les sels, par exemple. Vous avez aussi, ça, c'est un test qu'on fait plus en cinquième secondaire, l'identification du chlorure, de la présence du chlorure d'hydrogène. On fait ça avec l'ammoniac. Alors, c'est un test que vous allez faire en cinquième secondaire. Le tableau, un autre tableau, en fait, c'est le vadémécum, qui veut dire viens avec moi. Ça veut dire que c'est comme entre guillemets, un dictionnaire en sciences. C'est notre référence. On retrouve la définition de plusieurs substances. Alors, on commence par les substances gazeuses. Vous avez leur température d'ébullition, donc la température de fusion, la température de sublimation, la masse volumique. Ce sont des propriétés caractéristiques. Ces propriétés-là. Vous avez aussi la définition. À l'intérieur de la définition, on peut retrouver d'autres propriétés caractéristiques aussi de certaines de ces substances-là. Nous avons l'air, nous avons le diazote, nous avons le chlorure d'hydrogène, HCl, le dioxyde de carbone, l'hélium, le dihydrogène, le dioxygène. Ça, c'est pour les états gazeux. Pour l'état liquide, maintenant, quelques substances. C'est un rappel en même temps parce qu'on peut avoir oublié. Alors, l'eau, ses propriétés, on retrouve sa masse volumique, l'éthanol, qui est un alcool, la glycérine, le méthanol, les acides, les bases. Donc, vous retrouvez les propriétés. On arrive maintenant aux substances solides. Donc, quelques substances solides avec leurs propriétés. Alors, l'aluminium, l'argent, le carbone, le cuivre, ce qui est en caractère gras, bien souvent, ça correspond à une propriété qui est caractéristique. Vous avez le fer, le magnésium, le nickel, l'or. Donc, ce sont en fait des tableaux, plus de références qui peuvent nous aider. On continue, vous avez le plomb, le paradichlorobenzène, le soufre, vous avez le zinc et
c'est terminé pour le tableau des substances à l'état solide. Donc, c'est un tableau, comme je mentionnais tantôt, qui peut nous aider dans la rédaction de nos rapports de laboratoire. Maintenant, en quatrième et cinquième secondaire, lors d'examens, par exemple, de laboratoire, ou lors de la remise d'un rapport complet de laboratoire, je vous présente la grille de notation, en fait, qui vient du ministère, qui a été faite il y a quelques années. Alors, ce sont les parties. Donc, on retrouve la définition du problème. On donne des points au but, à l'hypothèse, s'il y a lieu, la théorie et le protocole qui comprend le schéma, le matériel et la manipulation. Dans un examen, vous aurez toujours cette grille et un cahier pour répondre avec les parties. Donc, identifier par exemple le but, l'hypothèse, théorie, protocole, etc. C'est inscrit déjà dans le cahier de réponse. Alors, ça vous donne une idée de combien de points chacune des parties possède. Donc, vous avez par la suite tout ce qui est tableau de résultats graphiques et les calculs, donc 32 points. L'analyse des résultats et la conclusion ainsi que les causes d'erreur, 24 points. Et vous avez par la suite un 8 points qui va sur la présentation soignée, les bons termes utilisés en lien avec la science, ensuite, bon, la propreté, les fautes, etc. Par la suite, nous avons les parties d'un rapport de laboratoire que nous allons voir. Alors, les parties d'un laboratoire, c'est bien important de comprendre chacune des parties. Alors, le but, bien souvent, dans un laboratoire en classe, il est donné. Par contre, dans un examen de laboratoire, c'est le mandat qui va nous inspirer le but. Donc, le but n'est pas donné directement. Il faut le formuler à l'aide du mandat qui est donné. Alors, on énonce le ou les objectifs qu'on veut atteindre en effectuant l'expérience. Le but, normalement, commence par un verbe à l'infinitif. Et c'est souvent, en quatrième et cinquième secondaire, les mots déterminer, calculer, identifier. Donc, ça revient pas mal tout le temps à ces verbes-là qu'on retrouve au départ. Donc, je donne des exemples. Calculer la masse volumique d'un liquide inconnu afin de l'identifier. Déterminer la relation qui existe entre la masse d'un corps et son poids. C'est un autre exemple de but. Le but, normalement, n'est pas très long. On peut avoir à calculer la capacité thermique massique du cuivre. On peut avoir aussi à identifier, donc remarquez que le verbe est toujours à l'infinitif, identifier un gaz formé au cours d'une réaction chimique. Déterminer le groupe sanguin d'un individu. On peut avoir à préparer 100 ml d'une solution de chlorure de sodium dont la concentration sera de 2 grammes par litre. Alors, ce sont des exemples de formulation du but. Le but, il ne faut pas le perdre de vue parce qu'on se ramène à lui. Il ne faut pas le perdre de vue parce que vous allez avoir à faire une conclusion, à faire une analyse. Et si vous ramenez pas le but aussi, lorsque vous donnez la conclusion, vous vous apercevez que vous ne pouvez pas le ramener le but, c'est parce qu'il est peut-être mal formulé. Nous retrouvons l'hypothèse. L'hypothèse permet de préciser ce que l'on cherche et de donner une réponse, car elle permet aussi de formuler une solution possible au problème. L'hypothèse peut s'énoncer de la façon suivante. Donc, en général, en quatrième secondaire, bien souvent, l'hypothèse, on va retrouver deux parties en fait. La première, c'est le « je pense ». Alors, je pense que, et on dit le pourquoi qu'on pense. Même chose pour je crois que ou nous croyons, si nous sommes en équipe de deux, par exemple, parce que. Donc, on explique le pourquoi. Ou on peut dire selon moi, blablabla, car on explique le pourquoi. Donc, l'hypothèse, en général, elle a deux parties, sauf elle n'est pas toujours présente, l'hypothèse, dans un rapport de laboratoire. Si vous avez à calculer la masse volumique d'une substance et que c'est juste ça le but, on peut pas émettre vraiment une hypothèse parce que
la valeur de la substance, de la masse volumique de la substance peut être n'importe quelle valeur. Donc, l'hypothèse n'est pas toujours présente, mais je vous dirais que dans la grande majorité des cas, oui. Sinon, si c'est un calcul, vous n'avez pas d'hypothèse. Alors, je donne des exemples. Je crois que la réaction entre l'acide chlorhydrique et le magnésium sera une réaction chimique. Alors, lorsqu'on parle de nos réactions chimiques, on se ramène à notre bagage en sciences. On sait que les réactions chimiques ont lieu, il y a des indices pour ça, par exemple, la formation d'un gaz. Donc, car il y aura la formation d'un gaz. Ça peut être ça. Donc, on l'explique avec le quart. Ça devient très simple. On pourrait dire aussi, selon moi, si la masse d'un quart augmente, son poids augmentera aussi, car, donc vous voyez le quart, on explique, car il y aura une relation de proportionnalité directe entre ces deux variables. Donc voici deux exemples de formulation d'hypothèse. Un troisième, je crois que le polystyrène est le meilleur isolant thermique parce que, voyez-vous, on explique parce que les verres à café fabriqués avec ce matériau sont très efficaces pour garder au chaud le café. Je l'ai mentionné tantôt, notez bien, l'hypothèse n'est pas toujours présente dans un rapport de laboratoire. Par exemple, si le but est de calculer une valeur, exemple, la masse volumique. L'autre partie, c'est la partie un peu plus difficile, la théorie, le cadre théorique. En fait, la théorie, ça soutient le rapport de laboratoire. Principalement, je vous dirais le protocole, mais c'est globalement, ça soutient le rapport de laboratoire. Alors, donc c'est ce qu'on dit, la théorie est un soutien au protocole surtout, mais même aussi, on peut aller, c'est sûr que la théorie, on la ramène un peu dans l'analyse, etc. Mais c'est surtout le protocole. Elle est aussi une inspiration pour l'analyse. On retrouve dans la théorie des définitions, des connaissances, des formules, les variables associées à ces formules-là. Donc, on va donner la définition de ces variables-là. Nous allons donner les unités associées aux variables. On peut parler aussi des méthodes. Si on veut raccourcir, par exemple, un protocole, si nous avons le test pour identifier le dihydrogène, par exemple, on peut l'écrire dans la théorie et dans le protocole, on le ramène, on va juste l'appeler le test pour identifier le dihydrogène. Mais par contre, dans la théorie, on va avoir le détail. La théorie, elle est impersonnelle. On ne commence pas à écrire une composition littéraire toute suivie avec et la personnaliser. En fait, vous allez voir dans certains documents de rapport de laboratoire, souvent je vais vous écrire connaissance, deux petits points, les formules, deux petits points, définition, deux petits points, etc. Donc, pour vous guider au début, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de composition littéraire au niveau de la théorie. On va voir des exemples de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une théorie. Par exemple, la définition de la masse volumique, c'est la masse d'une substance par unité de volume. C'est quoi une solution électrolytique? Solution permettant le passage du courant électrique. Bien entendu, on pourrait, dans la théorie, dans un examen de laboratoire, la théorie va rester très, très, très près du rapport de laboratoire, de ce que nous avons à accomplir pendant le rapport, pendant l'expérience. Par contre, lorsque vous avez un rapport de laboratoire à remettre au long, sur une période de 2 semaines, c'est sûr que la théorie peut avoir plusieurs pages, parce que là, on peut faire du zèle. Bon, un exemple de zèle. On vient de donner la définition de masse volumique. On mentionne que c'est la masse d'une substance par unité de volume. Eh bien, tout de suite après ça, on pourrait définir c'est quoi la masse. Ensuite, c'est quoi le volume. Donc là, vous voyez là, ce que ça prend comme ampleur à ce moment-là, la théorie. Mais en général, on reste assez près de ce que nous avons besoin de connaître, d'avoir comme connaissance, d'avoir comme outil pour effectuer l'expérience, être capable de faire l'analyse, etc. Alors, j'avais donné comme autre exemple la solution électrolytique, donc qui est une solution permettant le passage du courant électrique. Solution acide,
Donc, ça rougit le papier de tournesol. Les solutions électrolytiques sont des solutions acides, basiques et salines. Donc, ça, c'est des exemples que je vous donne. Voyez-vous, il n'y a pas de composition. Je ne dis pas, nous retrouvons que les solutions électrolytiques sont des solutions acides. Donc, on ne va pas personnaliser. Formule permettant de calculer la masse volumique. Donc là, ici, on donne le titre de la formule. Donc, formule permettant de calculer la masse volumique. On donne la formule. À côté, on va identifier chacune des variables, les définir, ce qu'elles veulent dire, et en plus, nous allons donner les unités de chacune de ces variables. Très important au niveau de la théorie lorsque vous avez à écrire une formule. Ensuite, vous avez des connaissances. Par exemple, si on fait réagir deux substances ensemble, on pourrait parler d'indices qui va nous permettre de dire est-ce que c'est une réaction chimique ou tout simplement un phénomène physique. Alors, les indices d'une réaction chimique, vous avez la formation d'un gaz, la formation d'un précipité, changement de couleur, formation d'énergie. Alors, vous avez des connaissances aussi que vous amenez, mais je répète, c'est toujours en lien avec le laboratoire, avec ce que vous avez à effectuer. Un autre exemple de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la théorie, c'est lorsqu'on calcule, par exemple, la masse d'une substance en faisant la méthode pour faire la tare. Donc, au lieu de l'expliquer en détail dans le protocole, nous pouvons l'expliquer dans la théorie et simplement, dans notre protocole, nous allons dire calculer la masse de la substance avec la méthode pour faire la tare. Donc, la méthode pour faire la tare, c'est lorsqu'on soustrait en fait le contenant. Donc, lorsqu'on veut vraiment connaître seulement la masse d'une substance liquide ou solide, c'est les poudreuses, par exemple, qu'on la met dans le contenant et qu'on veut soustraire le contenant. Donc, vous avez une méthode ici. Ça peut être aussi, comme je mentionnais tantôt, vous voulez identifier le dihydrogène par le test de la flamme. Alors, vous pouvez l'appeler le test de la flamme. Vous écrivez dans la théorie en détail, donc comme si c'était une petite partie d'un protocole. Par contre, dans le protocole, vous n'allez pas répéter cela, vous allez simplement appeler le test de la flamme. Vous allez dire, par exemple, identifier le gaz à l'aide du test de la flamme. Parce que juste mentionner cela dans un protocole, faire le test de la flamme, c'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment élaborer, il faut vraiment écrire toutes les étapes. Si on écrit ça dans la partie protocole manipulation, là, je parle toujours de manipulation. Par contre, si on ne veut pas écrire tous les verbes à l'infinitif dans la manipulation, on peut simplement déterminer la nature du gaz à l'aide du test de la flamme, par exemple, à l'aide de du test de l'eau de chaud, à l'aide du test du tison. Donc, on peut expliquer notre test, pas l'expliquer, mais donner une sous-partie de la manipulation dans la théorie. Maintenant, on arrive à l'autre partie, le protocole, qui est un peu plus facile. C'est un peu comme une recette qu'on retrouve dans des livres de recettes. Donc, dans des livres de recettes, vous allez trouver à la lecture que ce sont toujours des verbes à l'infinitif que vous allez retrouver. Les étapes sont en ordre. Donc, dans le protocole, je voulais parler de la manipulation lorsque je parlais des étapes, et c'est comme un livre de recettes en fait. Mais dans le protocole, en fait, vous retrouvez le schéma. Le schéma qui appuie en fait la manipulation, surtout au niveau de la physique. Lorsqu'on parle, par exemple, d'un circuit électrique, au lieu de mentionner que nous branchons le fil rouge à la borne positive, par exemple, le fil noir à la borne négative, on peut tout simplement faire le schéma du circuit numéro 1. Donc, ça va nous permettre simplement d'avoir moins d'étapes dans la partie manipulation. Alors, dans le protocole, on retrouve le schéma, s'il y a lieu. Il n'est pas toujours là, mais bien souvent, on le retrouve. Le matériel de laboratoire, les manipulations. Donc, on va les voir, chacune de ces parties-là. Alors, le schéma, s'il y a lieu, bien entendu, on peut introduire le schéma d'un montage. Ce montage fera partie d'une étape dans les manipulations. Exemple, faire le montage du schéma numéro 1,
correspondant au circuit électrique en série, on pourrait dire ça. Donc, c'est sûr que le schéma va avoir un titre. Donc, on peut le ramener dans la manipulation à ce moment-là. Vous avez le montage qui évite d'inscrire plusieurs manipulations, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Ça évite de dire brancher le fil rouge de la source de courant avec la borne positive de l'ampèremètre, etc. Les schémas doivent être numérotés, si vous pouvez en avoir plus qu'un, et identifiés avec un titre. Et on va identifier aussi le matériel et les variables s'il y a lieu sur le schéma. On va voir l'exemple suivant. Ici, c'est un banc d'optique, bien souvent que nous avons à dessiner en physique. Alors, vous voyez le banc d'optique, le schéma numéro 1. Vous avez son titre. Nous avons une lentille convergente, donc on aurait pu même l'identifier. Nous avons le porte-lentille, le support à lentille. On aurait pu ajouter la lentille convergente. Il manque la petite flèche. En fait, il faut identifier tout ce qu'on retrouve ici. Et le fait de faire un schéma ici, ça évite justement de dire que nous allons placer, par exemple, l'écran sur le banc d'optique, ensuite la lentille convergente, ensuite la source objet. Donc, ça évite de mentionner ça dans les manipulations. Donc, dans les manipulations, on peut tout simplement dire faire le schéma numéro 1 qui correspond au banc d'optique et la lentille convergente. Donc, la personne qui va lire le rapport de laboratoire va pouvoir se référer au schéma simplement. Donc, c'est vraiment, ça simplifie la manipulation. Le matériel maintenant. On retrouve le matériel de laboratoire qui sera utilisé lors de l'expérience. On l'écrit sous forme de liste, une ou plusieurs colonnes. On écrit les quantités, ça c'est important, les noms des instruments et leur capacité. Voyons des exemples. Alors, un bécher, mais pas n'importe lequel, donc de 60 ml. Deux cylindres gradués de 100 ml. On pourrait l'écrire entre parenthèses aussi. Une balance électronique, un sarrau, 3 grammes de chlorure de sodium. Donc, si vous avez pris une certaine quantité d'une substance, il faut mentionner cette quantité-là. Des lunettes de sécurité, etc. Donc, ce sont des exemples. Les manipulations. Dans les manipulations, c'est ce que je mentionnais tantôt. Vous avez un verbe à l'infinitif. C'est comme une recette dans un livre de recettes. Les étapes sont en ordre. Nous, elles vont être numérotées. Donc, dans la section manipulation, on retrouve les étapes à suivre pour réaliser l'expérience, un peu comme un livre de recettes. Nous retrouvons les étapes pour réaliser la recette. On numérote chaque étape. 1, 2, 3, 4. Chaque étape commence avec un verbe à l'infinitif. Donc, on ne va pas mentionner « je vais mesurer ». Donc, c'est « mesurer ». Chaque phrase contient une seule étape. On appelle les instruments utilisés, ça c'est très important, donc mesurer 100 ml d'eau, par exemple, à l'aide du cylindre gradué. Donc, on appelle les instruments utilisés et les variables dans la formule d'une étape. Donc, si vous avez, par exemple, nous allons calculer la masse volumique, on va voir des exemples tantôt, mais la masse volumique, entre parenthèses, vous allez mettre sa variable, simplement. Les étapes doivent être placées en ordre chronologique. Vous n'allez pas faire cuire le gâteau avant même de mélanger la farine, les œufs, l'eau, le lait, etc. C'est la même chose en sciences. Donc, il faut vraiment que ce soit en ordre. En fait, monsieur, madame, tout le monde qui va lire votre manipulation devrait être capable d'effectuer votre laboratoire, de faire votre expérience. Lorsqu'un montage particulier est requis, en faire le croquis, exemple, le montage d'un circuit électrique, comme on a mentionné tantôt, les schémas. Puis, on peut facilement assimiler le protocole à une recette de cuisine. Je l'ai mentionné ça aussi. Si les manipulations sont bonnes, on pourrait demander à n'importe qui de réaliser l'expérience. Je donne des exemples d'étapes. Ce n'est pas en lien avec une expérience en particulier, là. Peser 10 grammes. Si vous avez à faire un calcul avec cette masse-là et qu'il y a déjà une formule qui contient cette variable, appelez cette variable. Écrivez-la entre parenthèses. Vous l'avez appelée M, cette masse-là, de ce 10 grammes-là.
de chlorure de sodium à l'aide de la balance. Donc, appelez aussi l'instrument que vous avez utilisé. Vous voyez, les verbes sont à l'infinitif. Alors, mesurer 50 millilitres. Alors, c'est un volume. Alors, c'est le volume, donc la variable associée à cette quantité-là, c'est le V, de solution d'acide acétique à l'aide du cylindre. Donc, on explique avec quoi nous avons mesuré le volume. Mesurer la masse du liquide en appliquant la méthode pour faire la tare. Donc, voyez-vous ici, lorsque je vous mentionnais dans la théorie que vous pouvez écrire une petite partie de manipulation dans la théorie et l'appeler dans la manipulation. Donc, en fait, la méthode pour faire la tare, la personne qui va regarder votre rapport de laboratoire va aller voir votre théorie et va voir vraiment les étapes pour effectuer la méthode pour faire la tare. Faire le montage du schéma, ça c'est souvent la première étape qu'on va retrouver dans le cas où vous avez vraiment un schéma qui appuie votre expérience. Exemple, faire le test de la flamme. Encore là, on n'a pas élaboré avec des verbes à l'infinitif comment on procède pour faire le test de la flamme. Ça veut dire que c'est dans la théorie à ce moment-là, parce que ici, c'est trop vague. Si on dit à quelqu'un, fais le test de la flamme, mais que c'est quoi le test de la flamme? C'est quoi les étapes? Alors, on va la retrouver. On va retrouver ces manipulations-là dans la théorie. Notez les résultats dans le tableau. Les tableaux sont identifiés. Si vous en avez un, il possède un numéro. Donc, notez les résultats dans un tableau, dans le tableau 1, par exemple, plus le tableau 1. Calculer la masse volumique. Voyez-vous, je ramène la variable de la masse volumique à l'aide de la formule. Voyez-vous ici, la formule, elle est donnée. Et dans la logique, le M avait été ramené avec le calcul, par exemple, de la masse de la substance. Le V avait été aussi ramené avec le volume qui avait été mesuré ou déplacé, peu importe. Mais bref, vous ramenez les variables et vous dites avec quoi vous allez calculer la masse volumique. Si vous avez une formule, vous la ramenez. Cette formule-là, bien entendu, elle est dans la théorie. Elle est identifiée avec les formules, et pas les formules, mais les variables et les unités. On pourrait avoir aussi tracé le graphique de quelque chose, mais pas juste tracer le graphique, dites avec précision le titre de ce graphique-là, du poids en fonction de la masse, par exemple. Alors, la manipulation, il faut avoir quand même dans l'ordre les étapes, toutes les étapes. Les résultats maintenant. Les résultats sont sous forme de tableaux ou de graphiques. Mais bien souvent, vous avez des tableaux. Ça, c'est tout. Les tableaux sont tout le temps là. Mais vous n'avez pas toujours les graphiques. Mais il se peut qu'un tableau nous permette de faire un graphique pour illustrer une relation, par exemple, si c'est possible. Alors, les résultats, dans la partie résultats, vous avez tableaux et graphiques, mais les graphiques ne sont pas toujours présents. Les tableaux, bien souvent, en 4e et 5e secondaire, nous en avons simplement un. Par contre, lorsque vous arrivez au cégep ou à l'université, bien souvent, nous allons placer simplement nos résultats obtenus lors de l'expérience dans un premier tableau et dans un deuxième tableau, tous les calculs, tous les résultats obtenus par un calcul, mais à l'aide des résultats obtenus lors de l'expérience. Donc, exemple, mais ça ici, c'est trop petit. Pour calculer la masse volumique, on aura un tableau pour la masse et le volume, et par la suite, un autre tableau qui nous donne la masse volumique. On pourrait avoir la masse volumique de plusieurs substances à calculer. Donc, à ce moment-là, on pourrait faire deux tableaux. Parce que vous avez un tableau avec simplement les résultats obtenus lors de l'expérience. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait avec ces résultats-là? Vous avez calculé avec une formule la masse volumique. Donc, vous pouvez mettre la masse volumique dans un autre tableau. Mais normalement, en 4e et 5e secondaire, c'est plutôt rare. On peut facilement tout mettre, les résultats, même les valeurs obtenues par les calculs, dans le même tableau. Donc, on peut mettre tous les résultats dans un même tableau. On numérote un tableau et on l'identifie à l'aide d'un titre. Donc, on numérote le tableau. Pour formuler le titre, le but est souvent une bonne source d'inspiration. On inscrit les valeurs constantes
sous le tableau. Alors, si vous avez effectué euh, une expérience et que, par exemple, la pression atmosphérique, vous aviez besoin de cette donnée-là, mais elle est demeurée toujours la même lors de l'expérience, alors la pression atmosphérique peut être inscrite sous le tableau. Même chose pour la température. Donc, ce qui reste constant ou une constante qu'on utilise dans une formule, on peut l'inscrire et qui a été vraiment utilisée là, pour le calcul d'une valeur. Donc, elle peut être inscrite sous le tableau. Le titre peut simplement nommer les mesures retrouvées dans le tableau. Exemple, mesure de masse, de volume et de masse volumique d'un liquide donné. Donc, ça peut être simplement ça. Ensuite, ça peut être aussi des mesures permettant de calculer la masse volumique d'un liquide donné. Donc, on peut s'inspirer du but. Si le but, par exemple, était de calculer la masse volumique d'un liquide donné, on pourrait écrire comme titre « Mesure permettant de trouver, de calculer la masse volumique d'un liquide donné ». Exemple, si le but est de calculer, bon, je le répète là, si le but est de calculer la masse volumique d'un liquide afin de l'identifier, le titre du tableau pourrait être le suivant. Donc, on a le tableau 1, mesure permettant de calculer la masse volumique d'un liquide afin de l'identifier. Et dans le tableau, ce que nous allons retrouver, la solution, si nous en avons juste une, la masse, le volume, avec les unités inscrites entre parenthèses. Et voyez-vous, avec ces deux valeurs, nous avons calculé la masse volumique de la solution. Elle a aussi des unités. Par la suite, ça s'applique plus pour le 4e secondaire ST, STE et le 5e secondaire. On inscrit l'erreur absolue sous notre unité. Ça nous permet la valeur absolue d'écrire correctement la mesure. Alors, si vous avez mesuré une masse de 12 grammes, on n'écrit pas 12, on écrit 12,00 puisque l'erreur absolue possède deux chiffres après la virgule. Donc, ça nous indique la précision de l'appareil, en fait, l'ordre de grandeur, jusqu'où on peut se rendre, justement. Là. Donc, comment on peut écrire notre valeur aussi. Il ne faut pas l'écrire n'importe comment. Si on avait eu plusieurs masses, par exemple, qui ont été calculées avec le même instrument, avec la même balance, on aurait écrit 18,22 et non 18,2, 10,01, et ainsi de suite. Donc, on aurait écrit deux chiffres après la virgule. Même chose pour le volume. Ici, l'erreur absolue, vous avez un seul chiffre après la virgule, alors le volume va se retrouver aussi avec un chiffre après la virgule, tout simplement. Ensuite, le calcul de la masse volumique, eh bien ça, nous voyons ça dans le cours avec les chiffres significatifs et les opérations en lien avec les différentes valeurs. Donc, on respecte à ce moment-là les chiffres significatifs pour la valeur que nous calculons avec nos résultats obtenus lors de l'expérimentation. Un graphique ou des graphiques, ça permet d'illustrer bien souvent une relation lorsque vous avez à trouver une relation entre deux variables. Alors, entre le poids, par exemple, et la masse, entre la température et le volume, etc. Donc, vous avez une relation, alors, vous allez faire un tableau et ensuite, ça se prête bien pour un graphique. Vous allez pouvoir analyser la courbe obtenue. Alors, pour le titre, on nomme toujours la variable inscrite sur l'axe des Y en premier, qu'on appelle la variable dépendante, celle qu'on ne contrôle pas en laboratoire. Donc, on ne peut pas la deviner. En premier, on la nomme en premier. On la fait suivre des mots en fonction de, et on termine en nommant la variable inscrite sur l'axe des X. C'est la variable indépendante, celle que nous contrôlons en laboratoire. Exemple, si on dépose au bout d'un ressort des masses afin de trouver des poids qui correspondent à une masse donnée, à des masses données. Alors, c'est la masse qu'on contrôle à ce moment-là, mais on ne peut pas deviner le poids que va nous donner l'appareil. La variable indépendante, celle que l'on contrôle en laboratoire, donc on retient ça. Le titre est toujours complet. On ne met pas d'abréviation pour un graphique, même chose pour un tableau de résultats. Il ne comprend pas le symbole des variables. Exemple, vitesse en fonction du temps, c'est ce qu'on va dire, et non V en fonction de
T. Donc ça, on ne va pas formuler de cette manière notre titre. On oriente les axes aussi. Ça veut dire des petites flèches quand vous faites votre axe. Oups. Les petites flèches, on oriente l'axe des Y, l'axe des X. On identifie les axes avec la variable. On peut écrire le nom aussi. Si par exemple c'est la masse, on peut écrire la masse au complet, mais on pourrait écrire M. Et l'unité normalement entre parenthèses. On fait une graduation permettant une lecture facile des mesures et on va tracer la courbe. En passant, la courbe en sciences, c'est un terme général pour parler autant d'une droite oblique, d'une courbe dans un graphique, d'une droite descendante, ascendante, d'une courbe, peu importe. Alors, si on regarde ce graphique ici, vous voyez, il a été numéroté, graphique numéro 1. Nous avons le titre, force exercée sur un ressort en fonction de sa déformation. On voit la force, c'est le sous-titre ici, donc la force, et entre parenthèses, les newtons, donc l'unité. On voit bien dans le titre que c'est la force qui apparaît avant le mot en fonction. Donc, ça va vis-à-vis le Y. Ça, c'est pas nécessaire d'écrire Y. On va vraiment avoir une variable inscrite pour notre axe des Y. On aurait pu aussi identifier la force juste par sa variable, si nous avons une force, par exemple. Donc, F en newton, on aurait pu l'écrire de cette manière. Alors, c'est la force en fonction de la déformation du ressort. Donc, la déformation est en mètres. Alors, vous avez ici déformation avec l'unité en mètres. Vous avez l'orientation des axes. Regardez. Ensuite, nous avons les points. Nous avons par la suite la droite moyenne qui a été tracée. Ça aurait pu être une courbe moyenne. On voit aussi que la lecture ici, la graduation, c'est quand même bien. Ça saute à chaque dixième de Newton. Ici, ça saute à chaque dixième aussi de mètre. Alors, c'est relativement facile. Si nous avions une pente à calculer, on retrouverait sur le graphique les deux points qui auraient servi au calcul de la pente. Bon, ici, j'aurais peut-être pas pris celui-ci. On prend des points qui arrivent aux intersections ici, qui sont plus faciles à lire. Donc, je le rappelle, si vous avez, bien souvent, lorsque vous avez un graphique, lorsque vous obtenez un graphique pour lequel on retrouve une fonction linéaire affine qui passe par le point 0, 0, c'est approprié de calculer la pente, donc d'identifier les deux couples utilisés. Et si vous aviez des points, parce qu'on peut avoir, lorsqu'on trace une droite moyenne, on peut avoir des points de part et d'autre de notre droite moyenne que nous avons tracée, mais à ce moment-là, ces points-là, on ne peut pas les prendre pour calculer une pente. On prend vraiment des points qui se retrouvent pas nécessairement dans le tableau de résultats, mais obligatoirement sur la droite. Donc, qui vont bien se lire sur la droite. Alors, nous allons les identifier et lors du calcul, on va en parler dans quelques instants, il faut ramener ces couples-là aussi. Alors, ça fait le tour du graphique. Maintenant, les calculs. Après avoir fait les résultats, le tableau de résultats, il y a des calculs sûrement que nous avons effectués. Donc, pour chaque calcul effectué lors d'une expérience, il faut donc des calculs qui sont différents. Il faut laisser un exemple, seulement un exemple de calcul. Si vous avez plusieurs masses volumiques à calculer, donc supposons que vous avez plusieurs solutions et que vous avez plusieurs masses volumiques, et c'est toujours le même calcul qu'on effectue, vous allez montrer un exemple, simplement. Vous allez identifier la solution, et les valeurs associées à cette solution-là. On écrit un titre. Exemple, calcul de la masse volumique. On pose les variables, donc on pose le problème avec les unités. Ça, c'est très important. Dans les rapports de laboratoire, les variables sont là avec les unités. Puis on écrit la formule. La formule, elle est là. C'est très important. On substitue les valeurs dans la formule. Vous pouvez isoler aussi la variable que vous avez à trouver, mais vous pouvez substituer les valeurs avec les unités. Toujours dans un rapport de laboratoire. Dans un examen théorique, lorsque vous avez posé vos variables avec les unités, bien souvent,
lorsque vous substituez dans une formule, vous n'avez pas besoin d'inscrire les unités. Ça allège le calcul. Mais dans un rapport de laboratoire, c'est obligatoire de toujours faire suivre les unités lorsque vous substituez dans une formule vos valeurs. Et ensuite, on donne la réponse. Donc, écrire la réponse dans le tableau des résultats, bien entendu. Ça, il y en a qui l'oublient. Vous avez une masse volumique, vous avez pris la masse divisée par le volume, mais vous oubliez d'aller placer ce résultat-là dans le tableau. Un exemple, je reprends le calcul de la masse volumique d'une solution inconnue. Allons voir. Alors, la pose du problème. La variable, sa valeur, son unité. La variable, valeur, unité. Donc, j'ai ma masse, le volume. Je cherche quoi? Je cherche la masse volumique, donc c'est mon point d'interrogation. J'écris la formule, je substitue avec les unités et j'écris la réponse, bien entendu, avec les unités aussi. Et je vais aller placer cette valeur-là dans le tableau de résultats. On arrive maintenant à une deuxième partie du rapport de laboratoire qui est un petit peu plus difficile, un peu comme la théorie. La théorie, des fois, n'est pas évidente. La même chose pour l'analyse. L'analyse, en fait, c'est de l'interprétation que vous allez faire. Dans l'analyse, on va retrouver les causes d'erreur. Bien souvent, dans un examen de laboratoire, vous allez voir que je vais vous séparer l'analyse des causes d'erreur parce que plusieurs oublient de donner des causes d'erreur. Moi, dans les examens de laboratoire, j'en veux deux. Deux causes d'erreur, ça suffit, là. Vous pouvez en donner plus que deux. Alors, lors de l'analyse, on fait de l'interprétation. C'est le temps là, de faire des compositions littéraires. On fait bien souvent ce que j'appelle du mémérage. On va interpréter. Alors, pour faciliter l'introduction à l'analyse, on peut ramener le but au tout début. Par la suite, on fait parler les chiffres. Je n'ai pas besoin de retrouver dans l'analyse tous les chiffres obligatoirement, là. Ça peut être lourd. Par contre, on peut ramener de façon globale. On peut ramener, par exemple, si j'ai des températures, j'ai plein de températures, j'en ai pris, j'ai fait l'expérience, j'ai pris une valeur à 10 degrés Celsius, à 15, à 20, à 25, à 30, à 35, etc., jusqu'à 50. Je ne suis pas obligé d'énumérer toutes ces valeurs-là sont dans le tableau de résultats. Et si à chacune de ces températures-là, vous avez un volume correspondant, même chose, je n'ai pas besoin d'avoir la valeur de volume qui correspond à chacune des températures. Par contre, il y a une tendance qu'on va retrouver. On va la voir dans le tableau de résultats. On va voir, par exemple, que si la température augmente, le volume augmente lui aussi. Cette tendance-là, bien souvent dans l'expérience, lorsque vous allez faire les manipulations, vous allez voir que ça va se maintenir, cette tendance-là. Donc, à ce moment-là, dans l'analyse, vous allez dire, bien, pour des températures qui varient de 10 à 50 degrés Celsius, il y a des volumes qui ont varié de 12,5 à 75 millilitres. Donc, vous pouvez, lorsqu'on dit que l'introduction, c'est le temps de mémérer, là, voyez-vous le mot donc. Donc là, portez un jugement suite à ce que vous avez amené là, comme résultat. Qu'est-ce que tu peux interpréter de ça? Ben, c'est que la relation entre la température et le volume est proportionnelle, c'est ce que tu peux dire, parce qu'à chaque fois que la température augmente, le volume augmente. Donc, c'est ça. On ne va pas juste s'en tenir à dire, pour des températures qui varient de 10 à 50 degrés Celsius, j'ai des volumes qui varient de 12,5 à 75, puis là, on arrête là. Bien non, là, tu n'interprètes pas, tu es en train de me donner juste des résultats. Alors, il faut faire attention, on peut vraiment mémérer. On fait ressortir les points importants des tableaux en établissant des liens entre les résultats obtenus, comme je viens de le mentionner. Donc, qu'est-ce que tu peux déduire de ça? Bon, un autre exemple, si c'est un test avec le papier de tournesol que vous avez fait, donc le papier de tournesol bleu est devenu rouge dans la solution, arrêtez pas là, parce que ça, c'est déjà dans le tableau de résultats. Donc, tu ramènes cette information-là qu'on retrouve dans le tableau de résultats. On a constaté que le papier de tournesol bleu est devenu rouge dans la solution. Et là, fais de l'interprétation. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de ça?
Qu'est-ce que tu peux mémérer par rapport à ça? Ben, c'est que la solution, elle est acide. Donc, un autre exemple. Si vous avez vu que le gaz explose en présence d'une flamme, arrêtez pas là, là. Donc, dans votre tableau de résultats, on va voir qu'il y a eu une explosion à la flamme pour le gaz. Mais vous pouvez déduire, vous pouvez mémérer par rapport à ça, vous pouvez interpréter, vous pouvez dire donc, le gaz est probablement du dihydrogène. Donc, vous savez, puis en passant, quand je vous dis que la théorie soutient le rapport de laboratoire, ça ici, le fait de dire que c'est probablement du dihydrogène, il ne faut pas oublier que dans la théorie, on va avoir mentionné une connaissance qui va être que le dihydrogène explose en présence d'une flamme. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir mentionner cela dans notre analyse. Lors de la réaction, c'est un autre exemple, lors de la réaction entre l'acide chlorhydrique et le magnésium, il y a eu dégagement d'un gaz. OK, ça veut dire quoi ça, un dégagement d'un gaz? Ça peut vouloir dire à ce moment-là que la formation de ce gaz est un indice d'une réaction chimique. Donc, c'est une réaction chimique qu'il y a eu entre l'acide chlorhydrique et le magnésium. Donc, voyez-vous de quelle manière on peut interpréter, analyser, discuter, tout ça. Donc, c'est ce qu'on fait dans l'analyse. On ramène les connaissances inscrites dans la section théorie, comme je vous ai mentionné tantôt. Exemple, le témoin lumineux s'est allumé dans la solution A et B. Donc, ces deux solutions sont électrolytiques parce que vous avez défini dans la théorie que les solutions électrolytiques permettent au courant électrique de circuler, par exemple. Donc, le petit témoin lumineux y est allumé à cause de ça. Vous avez aussi, on fait ressortir, si vous avez fait des graphiques ou un graphique, on fait ressortir des graphiques. La forme de la courbe, on va en parler. La relation. Donc, si vous avez fait un graphique et que vous n'en parlez pas dans l'analyse, vous allez perdre beaucoup de points parce que c'est vraiment un élément important qui nous permet de faire de l'analyse. Donc, on va faire ressortir la relation mathématique. Quelquefois, on va vous demander la loi. Dans le cas où vous obtenez, par exemple, dans un graphique, une fonction linéaire affine, on pourrait retrouver justement facilement avec la pente, la formule qui relie les deux variables. Donc, la relation mathématique que cette courbe exprime, exemple, dans le graphique, on obtient une droite ascendante passant par l'origine. Cette droite témoigne d'une relation de proportionnalité directe entre la masse et le poids. Donc, voyez-vous, on aurait pu la formuler autrement. On aurait pu dire tout simplement que dans le graphique, on remarque qu'on obtient une droite qui passe par le point 0,0. Donc, ça veut dire que la masse et le poids sont directement proportionnels. Donc, vous pouvez formuler ça dans vos mots. S'il y a lieu, on discute de la valeur expérimentale. Ça, c'est intéressant. Lorsque vous connaissez déjà une valeur théorique, la vraie valeur, et que vous avez calculé une valeur expérimentale qui devrait en fait être cette valeur-là théorique, là, ça vous donne l'opportunité de discuter, d'amener le pourcentage d'erreur et d'amener les causes d'erreur. Ça, c'est merveilleux. Donc, cela permet de faire une ouverture sur les causes d'erreur. On ramène aussi le calcul de notre pourcentage d'erreur. Donc, dans la partie calcul, vous allez avoir fait le calcul du pourcentage d'erreur. Au secondaire, normalement, un pourcentage d'erreur inférieur ou égal à 10%, c'est quand même approprié, surtout avec le matériel que nous avons. Par contre, au cégep, à l'université, bien souvent, ça va être autour de plus ou moins 5%, ce qui va être acceptable, mais pour certaines expériences, ça va être moins, mais on va accepter, par exemple, d'être distant de la vraie valeur à peu près de plus ou moins 10% au secondaire. Exemple, lorsque j'ai calculé la masse volumique de l'eau, donc on connaît tout le monde la masse volumique de l'eau, elle est de 1 gramme par millilitre ou 1 gramme par centimètre cube. Donc, si en laboratoire, vous saviez que vous aviez de l'eau, mais qu'on vous demandait dans le but de calculer la masse volumique de l'eau, alors, dans votre théorie, vous allez amener que la masse volumique de l'eau, elle est de 1 gramme par millilitre ou 1 gramme par centimètre cube. Une fois que vous aurez calculé votre masse volumique de l'eau, supposons que vous obtenez 1,09 g par millilitre,
vous allez amener dans l'analyse que vous savez que la valeur théorique de la masse volumique de l'eau est de 1 gramme par millilitre. Vous allez donc faire une comparaison. Vous allez avoir calculé dans les calculs le pourcentage d'erreur. Donc, vous allez ramener dans l'analyse votre pourcentage d'erreur. Cela correspond à un pourcentage d'erreur de 9%, ce qui est approprié étant donné l'erreur absolue induite par le cylindre gradué. Donc là, vous avez par le pourcentage d'erreur, vous avez amené tout simplement, naturellement, deux causes d'erreur. Donc, l'erreur absolue du cylindre gradué, entre parenthèses, vous l'écrivez entre parenthèses, et l'erreur absolue de la balance que vous écrivez entre parenthèses. Donc, ça, c'est un exemple. Mais c'est sûr que pour les rapports de laboratoire, nous n'avons pas toujours un pourcentage d'erreur, mais à ce moment-là, vous amenez d'autres types de causes d'erreur. Nous allons en voir quelques-unes dans quelques instants. S'il y a lieu, on nomme les avantages et les inconvénients de l'expérience. On juge de la pertinence des résultats. Cela permet de révéler les causes d'erreur au cours de l'expérience. On peut proposer des améliorations aussi dans l'analyse. On arrive, notez bien, le pourcentage d'erreur se calcule de la façon suivante et on va retrouver le calcul dans la partie calcul. Vous pouvez l'écrire aussi dans la théorie, cette formule-là. Donc, c'est la valeur théorique moins la valeur expérimentale multipliée par 100% divisé par la valeur théorique. Donc, la valeur théorique, c'est celle qui existe dans les manuels, c'est celle qui va exister dans un vadémécum, par exemple. La valeur expérimentale, c'est celle que vous aurez calculée en laboratoire. On arrive maintenant à la dernière partie de la conclusion. Même chose, la conclusion, vous pouvez ramener le but, fait que vous vous éloignez pas, en fait, parce que la conclusion, c'est une réponse au but. Vous donnez une réponse au but, on ramène l'hypothèse, bien entendu, s'il y a lieu, et vous donnez la réponse au but. Donc, en fait, la conclusion a deux parties. Vous ramenez l'hypothèse et vous donnez la réponse au but. Mais comme petite ça fait cycle de commencer simplement par l'hypothèse. Donc, vous pouvez dire, bon, dans ce laboratoire, mon but était de, et j'avais émis l'hypothèse que, et là, par la suite, vous pouvez dire, est-ce que mon hypothèse, elle est vraie ou fausse? Et par la suite, vous donnez la réponse au but, tout simplement. On peut aussi proposer une autre expérience ou une question soulevée par le laboratoire. On peut faire une ouverture, mais dans les examens de laboratoire, on n'a pas le temps de faire cela. Donc, à ce moment-là, on peut simplement ramener le but, l'hypothèse et ensuite donner la réponse. Tantôt, j'ai mentionné, juste avant, on va donner un exemple de but. Donc, pas de but, mais de conclusion, pardon. Le but de l'expérience était de trouver la relation entre la masse d'un corps et son poids. Dans mon hypothèse, j'avais dit que la relation serait inversement proportionnelle. Mon hypothèse était fausse. En effet, le graphique obtenu correspondait à une relation de proportionnalité directe. Alors, la conclusion, c'est pas vraiment long. Ça va être un petit peu plus long au cégep. Maintenant, tantôt, je vous ai mentionné que les sources d'erreur, que j'étais pour vous donner quelques exemples, mais en fait, ce n'est pas juste des exemples, c'est de quelle façon on peut introduire des erreurs lorsqu'on fait des manipulations en laboratoire. Alors, les sources d'erreurs lors d'une expérience en laboratoire, on dit dans un nombre considérable de champs de l'activité humaine, on est amené à effectuer des mesures en cuisine, en menuiserie, en médecine, en pharmacie, en mécanique. Les scientifiques aussi doivent effectuer un grand nombre de mesures dans leur laboratoire. Lors d'une expérience en laboratoire, il existe plusieurs types d'erreurs. L'erreur de parallaxe, par exemple, lorsque l'on doit faire correspondre deux lignes pour interpréter une mesure, comme l'aiguille d'un appareil analogique, qui a une aiguille et un cadran, là, et la graduation située en dessous de cette aiguille, la lecture peut varier d'un observateur à l'autre selon la position de l'œil vis-à-vis de ces lignes. Bien souvent, l'erreur de parallaxe, vous n'allez pas l'amener dans les causes d'erreur parce que normalement, lorsqu'on fait la lecture d'un appareil, on évite d'avoir l'erreur de parallaxe. Alors, si vous voulez mesurer vraiment le volume de la solution contenue dans ce cylindre, ben, vous allez vous aligner ici, votre œil va être aligné avec le ménisque, ici. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui va se lever ou quelqu'un qui va être plus bas que le ménisque, il n'y aura pas la même lecture. Vous le voyez ici. Regardez celui qui est plus bas.
il va lire 19,82 environ. Celui qui est plus haut, il va lire 19,62, alors que la vraie mesure, c'est 19,70. Donc, il faut faire attention à l'erreur de parallaxe. Mais comme je le mentionnais tantôt, n'allez pas la donner parce que vous la connaissez. Faut pas la faire. Simplement. Ce qu'on peut amener pour un cylindre, c'est sa précision. Donc, les appareils ne sont pas précis à 100%. On peut amener son erreur absolue. Donc, un autre exemple ici, là, avec une mesure de vitesse, donc dépendamment de la position de la personne. Même chose aussi pour l'heure. Vous pouvez essayer avec cette horloge. Donc, dépendamment si vous êtes placé à gauche, à droite, vous n'aurez pas la même lecture. Bien souvent, vous allez lire 9 heures et 7, alors que ce n'est pas vraiment 9 heures et 7 qu'on retrouve. Donc, vous pouvez vous amuser à changer de position. Des sources d'erreur, donc l'erreur due au matériel. Exemple, du matériel périmé, une poudre qui a absorbé de l'humidité. Donc, si vous avez à utiliser une substance qui est solide, elle peut être en poudre, ça se peut que, bon, par exemple, si vous avez à dissoudre, si on a à calculer de la solubilité, par exemple, donc ça se peut que la poudre soit plus difficile à dissoudre, exemple. Donc ça, vous pouvez vous en apercevoir à ce moment-là lors de l'expérimentation. Vous pouvez le mentionner à ce moment-là dans votre analyse. Un bris de matériel survient lors de l'expérience. Vous brisez une seringue et le technicien ou la technicienne vous en redonne une autre, mais vous avez déjà des prises de mesure avec la première seringue que vous avez cassée. Vous allez continuer le laboratoire. Vous n'allez pas recommencer. Donc, ça peut être, on peut l'introduire. Ça peut être aussi un cylindre que vous avez cassé. Vous avez fait 2-3 mesures. Ah, là, il est cassé. Vous manquez encore 3 mesures à faire. On vous redonne un autre cylindre, etc. Donc, lorsqu'on doit remplacer par un autre appareil, une autre seringue, un autre cylindre au cours de l'expérience, sans toutefois tout recommencer avec cette nouvelle seringue ou ce nouveau cylindre. Erreur due aux conditions expérimentales. Ça, vous allez voir en chimie de 5e secondaire, bien souvent, la pression va avoir le temps de changer en classe lorsque nous allons effectuer un laboratoire, surtout en lien avec les gaz, ou même la température va avoir le temps de changer. Alors, même si le travail en laboratoire a été fait avec rigueur, les données peuvent être moins précises à cause d'une pression atmosphérique qui a été instable, d'un taux d'humidité qui a augmenté ou qui a diminué lors de l'expérimentation, de la température qui a augmenté, qui a varié pendant l'expérience, d'un déplacement d'air avec les balances, par exemple. S'il y a eu un déplacement d'air, vous vous en êtes pas rendu compte, puis vous avez noté la masse que vous avez vue. Donc, ça peut être un déplacement d'air qui a été fait par un collègue qui a passé au moment où vous faisiez la lecture. La contamination d'un compte-gouttes, par exemple. Vous avez une substance qui est acide, mais vous vous rendez compte qu'au test du papier de tournesol, ça devient bleu, ben, ça a peut-être été contaminé, votre cylindre était contaminé, peu importe. L'erreur due au temps de réflexe. Alors, il existe une incertitude reliée au réflexe de l'observateur. Par exemple, si une personne doit chronométrer, encore là, en 5e secondaire, souvent on a à utiliser le chronomètre. Pardon. Alors, si vous avez à partir et à arrêter le chronomètre, et encore là, l'erreur va être humaine, là. Le temps de chute d'un objet, par exemple, il faut considérer le délai entre l'arrivée véritable de l'objet au sol et le moment où le pouce enfonce le bouton du chronomètre. Donc, ça peut être une erreur à ce moment-là qui amène que le pourcentage d'erreur, ben, il peut dépasser le 10%. L'erreur sur la lecture d'un volume d'un liquide, il y a toujours une ligne courbe qu'on appelle ménisque, mais ça, je l'ai mentionné tantôt, qui est formée par un liquide dans un cylindre gradué. Cette courbure peut être de forme concave ou convexe. La lecture du volume comporte donc une certaine forme d'incertitude. Pour la diminuer, il est important de bien aligner l'œil avec le ménisque en le plaçant à la même hauteur. On l'a mentionné tantôt. Pardon. Mais ça aussi, ce n'est pas une erreur, une cause d'erreur que vous allez amener dans l'analyse parce qu'on devrait savoir la bonne méthode pour aller mesurer un volume d'un liquide qui est dans un cylindre. Donc, on va se placer à la base du ménisque
et on va effectuer notre lecture à ce moment-là correctement. Les erreurs dues aux appareils de mesure, hein, ça, on a vécu ça souvent, on vit ça souvent en électricité avec l'ampèremètre, le voltmètre, etc. Un appareil de mesure doit posséder 3 qualités: la fidélité, la justesse, la sensibilité. Ça, ce sont des mots que vous pouvez ramener dans votre analyse en lien avec certains appareils. Mais c'est quoi la fidélité? Lorsque vous avez un appareil, donc un appareil est fidèle s'il donne des indications proches les unes des autres lors de mesures répétées d'une grandeur qui est constante. Donc, exemple, une personne monte 3 fois sur une balance, sur un pèse-personne, qui est à ressort, par exemple, puis qui est de piètre qualité. Et que, à chaque fois, dans un court intervalle de temps, la personne s'aperçoit qu'elle a 3 masses différentes. Alors, on va dire que ce pèse-personne-là, cette balance-là, n'est pas fidèle. La justesse. Un appareil est d'autant plus juste que l'erreur systématique qu'il introduit dans une mesure est faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Exemple. Plusieurs personnes montent sur un pèse-personne à ressort qui n'a pas été réglé à 0. Supposons qu'il ne revient qu'à 2 kg lorsque on en descend. On dira que cette balance manque de justesse. Dans ce cas, le pèse-personne ajoutera le même poids à tout le monde. Si vous avez un ampèremètre qui revient pas qui n'est pas à 0, donc c'est de la justesse. Un voltmètre qui n'est pas à 0, qui a été décalibré. La sensibilité. Un appareil de mesure est sensible si ses indications varient fortement pour une variation donnée de la grandeur à mesurer. Donc, vous avez 1 milliampère-mètre sera plus sensible à une variation de courant qu'un ampère-mètre, puisque l'aiguille du milliampère-mètre subira une plus grande déviation. Pour ceux qui ont fait 4e secondaire, lorsqu'on utilisait l'ampère-mètre, on changeait d'échelle. On prenait l'échelle, la grande échelle en premier. Si l'aiguille ne variait pas beaucoup, on pouvait aller à l'échelle moyenne, qui était plus sensible, et à ce moment-là, c'était plus précis pour la lecture de la mesure du courant. Bien entendu, il y a des appareils au niveau de la sensibilité. Vous n'allez pas prendre pour mesurer la masse d'une souris blanche votre balance que vous avez à la maison. Donc, elle manque de sensibilité à ce moment-là. Il n'y aura pas beaucoup. On ne pourra pas voir l'aiguille de votre balance bouger. Maintenant, je termine avec une liste de matériel. Bien entendu, le matériel que vous ne connaissez pas, nous allons vous le donner, nous allons vous donner le nom avant de commencer l'expérimentation. Mais il y a quand même un matériel de base qu'il faut être en mesure de nommer, donc vous en retrouvez ici. Alors, familiarisez-vous avec ce matériel-là. Bien souvent, c'est ce que vous retrouvez aussi pour la grande majorité de ce matériel-là. Vous le retrouvez dans les armoires ou les tiroirs de votre poste de laboratoire. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur sur le Facebook de PatioSciences. Si vous voulez le document théorique de comment faire un rapport de laboratoire, allez aussi sur le patiosciences.com, le site Internet. Alors, ça termine le rapport de laboratoire